Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité vitale de penser à l'endroit pour demeurer en bonne santé et pour se guérir radicalement en cas de maladie. Pour éviter que mon exposé vous paraisse un peu trop pédagogique, je vais simplifier. Éventuellement, lors du débat à la fin, j'approfondirai un peu plus le sujet si vous le souhaitez. Vous le savez aussi bien que moi, rien n'est plus précieux que la vie et la santé. Mais la santé et la vie sont régies par une loi vitale, que l'on appelle également le code de la vie. En effet, il existe un code de la vie comme il existe un code de la route. Je viens de vous dire qu'enfreindre le code de la vie, c'est altérer sa santé et donc sa propre vie. Cette loi vitale est celle de la symétrie mentale que l'on appelle habituellement positivité mentale, qui peut être mise en évidence par divers systèmes tels que le système des vases communicants. Vous voyez qu'à droite et à gauche, vous avez la même quantité de liquide, 50-50. Voilà un système de symétrie parfaite. C'est comme ça qu'on devrait penser, symétriquement. Malheureusement, on pense dissymétriquement. Vous avez encore ici une symétrie. Un rectangle symétrique, deux carrés identiques. Vous avez un cercle avec deux parties égales. Nous sommes toujours dans la symétrie. Notre système de pensée holistique fonctionne sur cette même loi de la symétrie, qui est la loi de l'équilibre, du juste milieu, en fait, qui est la loi de la neutralité des sentiments. C'est dans notre pensée holistique que nous générons des idées, des pensées, des croyances, des images mentales, des sentiments que certains nomment émotions. Notre système de pensée holistique est constitué de deux demi-piles. D'une demi-pile qui est notre conscient. C'est avec ça que vous raisonnez en ce moment. Vous êtes conscient d'être dans cette salle. C'est une demi-pile. Et la deuxième demi-pile, c'est notre subconscient, c'est notre ministre des Affaires intérieures qui s'occupe de faire battre le cœur, de faire circuler le sang et de s'occuper de nos processus vitaux. Ces deux demi-piles sont identiques, mais inversement fonctionnelles, comme la main gauche et la main droite, par exemple, ou bien comme mâle et femelle. Ces deux demi-piles constituent une pile, comme une pile atomique. Et c'est pour ça que ça fonctionne. En fait, notre système de pensée holistique est un appareil sexuel génital androgyne constitué d'un élément de type mâle, c'est notre conscient. Le conscient est un élément de type mâle. Le subconscient est un élément de type femelle. Le système symbolisé par un cercle se présente donc ainsi
Le conscient, élément de type mâle, est électrique, centripète, imprimant. C'est une force verticale, procréatrice, pro-naturante. Le subconscient est un élément de type femelle, de type magnétique, centrifuge, exprimant. C'est une force horizontale, créatrice ou naturante. Le mâle est actionnel. Le subconscient est réactionnel. Le mâle agit en premier, la femelle réagit en second. Le mâle a le premier mot, la femelle a le dernier mot. L'homme a le premier mot, mais c'est la femme qui a toujours le dernier mot. Le mâle est procréateur, mais seulement procréateur. C'est l'élément abstracteur, celui qui fait des abstractions, qui fait des projets, qui fait des plans, alors que la femelle est créatrice, mais seulement créatrice, c'est-à-dire concrétiseur. C'est la femelle qui concrétise l'abstraction du mâle. Le mâle, c'est-à-dire notre conscient, est l'architecte, celui qui fait un plan de la construction, c'est celui qui fait le projet. La femelle, c'est-à-dire le subconscient, est le bâtisseur, concrétiseur, c'est celui qui concrétise le projet selon le plan architectural fourni par l'architecte, c'est-à-dire par le conscient. Lorsque le plan de la construction comporte des défauts, eh bien la construction comporte également des défauts. Il appartient donc à l'architecte, c'est-à-dire au conscient, de fournir au constructeur bâtisseur, au subconscient, un plan droit, un plan recte, un plan conforme à la loi vitale de symétrie, qui est la loi de pérennité, que certains ont dit tout à l'heure, éternelle. Et on m'a dit, c'est pas possible. Mais si. Seulement, il faut bien comprendre le mécanisme. Le conscient est doté de certains attributs, comme la réflexion, le raisonnement, le jugement, la croyance, l'imagination, notamment. Le subconscient, lui, n'est pas doté des mêmes attributs. Ces attributs essentiels sont l'émotion, le souvenir, l'intuition, la prescience, l'instinct de conservation. Le subconscient est incapable d'interprétation, de discrimination et d'analyse. C'est un parfait serviteur du conscient, comme un ordinateur fabriqué par l'homme. En fait, notre subconscient est un ordinateur qui nous rend concrétiser ce que notre conscient y a mis dedans au préalable. Ainsi donc, si notre conscient pense négativement, dissymétriquement, donc à l'envers, notre subconscient concrétisera, matérialisera automatiquement en nous le contenu informationnel de notre pensée
de notre sentiment dissymétrique, négatif, car ce sont les sentiments que nous suscitons en nous qui programment notre subconscient concrétiseur, naturant, lequel s'exprime essentiellement à travers le système neurovégétatif et hormonal. De nos sentiments, par notre subconscient, est ce que nous appelons la somatisation. Nous somatisons tous nos états d'âme, tous nos sentiments, les mauvais comme les bons, que ces sentiments soient suscités en nous consciemment ou inconsciemment, pour nous-mêmes ou pour autrui. D'où nécessité vitale de surveiller la valeur vitale, morale, de nos sentiments. Or, il s'avère que les gens, dans l'immense majorité, ne savent pas ce qu'est un sentiment positif et un sentiment négatif. Et en plus, beaucoup, pour ne pas dire la majorité, pensent inconsciemment et récoltent ensuite le fruit de leur inconscience, à leur grand étonnement. Notre système de pensée holistique fonctionne selon la loi spéciale d'action et de réaction qui est la loi de cause à effet. Le conscient est le semeur, le subconscient est la terre fertile. Penser est un acte, comme tout acte physique. Penser consciemment ou inconsciemment, c'est générer en soi une force de type électromagnétique, une force colossale qui entraîne des conséquences. Lorsqu'on pense négativement, dissymétriquement, c'est-à-dire à l'envers, on est en hors la loi vitale. On programme donc à l'envers notre subconscient, réactionnel, concrétiseur, et on lui fait fabriquer du négatif, c'est-à-dire de la dissymétrie, c'est-à-dire du dysfonctionnement psycho-organique, donc du désordre, de l'entropie, de la morbidité, qui est la cause déclenchante de nos mal-être, voire de nos maladies, voire de nos déformations corporelles. Et c'est ce même penser à l'envers qui est aussi la cause de nos échecs existentiels, vu que notre extériorité, notre destin, est le reflet fidèle de notre intériorité. Corriger sa pensée, ses sentiments, est donc une nécessité vitale pour celles et ceux qui veulent vraiment demeurer en santé ou qui veulent se guérir vraiment d'une maladie, aussi grave soit-elle. Examinons une fois de plus le mécanisme de notre pensée holistique. Notre corps physique n'est qu'un hologramme. C'est en vérité l'aspect négativé de notre conscient habituellement négatif, dissymétrique. Il se trouve être entre le conscient et le subconscient.
le conscient, le subconscient, il faut aussi le corps physique. Le corps physique fait partie du conscient, c'est son aspect négativé. Ainsi, toute action du conscient passe abstraitement à travers le corps physique, à travers le soma, et toute réaction passe également à travers notre corps physique, mais concrétisé. Abstraction, concrétisation. Notre subconscient, en vérité, renvoie à notre conscient, sous une forme concrétisée, ce que notre conscient lui a fait auparavant, abstraitement. Ce processus obéit à la loi spéciale d'action et de réaction. Autrement dit, tout ce qui entre par le vagin, abstraitement, ressort du vagin concrètement, matérialisé, comme quand on procrée un enfant. Si donc notre conscient pense à l'envers, négativement, dissymétriquement, il procrée du négatif, de la dissymétrie fonctionnelle, donc de l'entropie, donc de la maladie, donc des échecs existentiels. Par contre, lorsqu'on pense à l'endroit, positivement, symétriquement, notre subconscient procrée du positif, de la symétrie fonctionnelle, de la négantropie, donc de la vitalité, de la santé. L'entropie, c'est de la morbidité, c'est de la dévitalisation, alors que la négantropie, c'est de l'hygiène interne, c'est de la force vitale. On va voir maintenant à nouveau un système symétrique, un système 50-50 parfait qui est symétrique. Et maintenant, je vais vous montrer des schémas dissymétriques. 50%, 49, 50, 48. Vous envoyez la suite, s'il vous plaît. 50, 47, 50, 46. Plus vous augmentez la morbidité, l'entropie, et plus vous vous dévitalisez. Est-ce que c'est clair? Voilà des systèmes symétriques. Les deux côtés sont identiques. 50-50, c'est la perfection. C'est comme ça qu'on devrait penser. On en est loin, croyez-moi. La voici la symétrie. Voilà la dissymétrie. Voilà de la dissymétrie. Système dissymétrique. Penser à l'envers. Dissymétriquement, procrée du dysfonctionnement psychorganique, du désordre biologique, donc de l'entropie, de la morbidité, de la crasse, donc de la maladie, par l'intermédiaire de notre subconscient réactionnel concrétiseur, naturant, qui concrétise, qui matérialise ce désordre, ce fonctionnement, qui concrétise tout ce que le conscient lui a fait au préalable. En effet, la dissymétrie mentale affecte le subconscient. Il le programme à l'envers et lui fait fabriquer de la dissymétrie fonctionnelle, se traduisant par diverses maladies, dissymétrie qui peut même aller jusqu'à la dissymétrie tératogène, susceptible de déterminer des malformations chromosomiques, comme dans le syndrome de Turner, ou bien encore des anomalies
génétique, c'est-à-dire de la dégénérescence, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, etc. Voilà Lizzie Velasquez, un visage totalement dissymétrique. Elle vient de recevoir le prix mondial de la femme la plus laide du monde. Dissymétrie. Toute dissymétrie fonctionnelle entraîne une dissymétrie morphologique. La loi vitale, je vous le redis, est la loi de la symétrie, du juste milieu, de la neutralité des sentiments. Ni haine ni amour. 50-50. 50% de haine, 50% d'amour. Et il y a équilibre. Et c'est cet équilibre qui fait la magie de la vie. Parce que la vie est magique. La symétrie, la dissymétrie. Voilà comment sont les gens, en règle générale, tantôt ils penchent à droite, tantôt à gauche. Mais ils sont tout le temps dans la dissymétrie. Vous me donnez l'autre? Ce que vous ajoutez ici, vous le retranchez ici. Lorsque vous êtes dans l'hyper-égoïsme, eh bien vous êtes dans l'hypo-altruisme. Ben, c'est négatif. Mais inversement, lorsque vous êtes dans l'hyper-altruisme, eh bien vous êtes dans l'hypo-égoïsme, ben vous êtes tout aussi négatif et dissymétrique. L'équilibre fonctionnel est dans le juste milieu, dans la neutralité des sentiments, dans la symétrie fonctionnelle des sentiments qui fait la santé, la beauté, le succès et la vie éternelle. Parce que c'est la perfection. Tout ce qui est parfait est éternel. Ce qui meurt, c'est ce qui est imparfait. Ce que je vous dis là, c'est de la science. Penser négativement, je vous le redis, fait fabriquer de l'entropie par notre subconscient réactionnel. Je vous l'ai dit, l'entropie, c'est de la morbidité, c'est de la matière. Et cette matière encrasse et déshydrate nos cellules. Écoutez bien, nous qui sommes en train de vieillir et de nous rider. Or, voilà une cellule pleine d'eau vitale. Elle est en parfaite santé. Voici la même cellule dans laquelle on a mis de l'entropie, de la crasse. Eh bien, là, c'est une brique. Si vous jetez une brique dans un bassin qui est à ras-bord, mais vous allez faire déborder le bassin. Et là, vous venez de perdre de l'eau. C'est l'entropie que nous mettons dans nos cellules qui déshydrate nos cellules et qui fait que l'on se dessèche, que l'on s'oxyde. Or, il n'y a pas d'ionisation, de transfert bioénergétique sans eau. Déshydrater l'organisme en pensant négativement, c'est dépérir, c'est flétrir ces tissus mous, les tissus mous, et c'est favoriser l'effritement des tissus durs, comme les dents et les os, par exemple, et c'est favoriser, de ce fait, l'apparition
de caries dentaires, de caries osseuses, de l'ostéoporose, de l'arthrose, etc. Et des scléroses, mais je vais en reparler. Alors on dit de boire. On dit de boire pour compenser. Mais l'obus ne peut pas entrer dans nos cellules à cause de l'entropie qui s'y trouve. On surmène alors inutilement les reins et le cœur, notamment, tout en augmentant les stases hydriques, c'est-à-dire l'eau dans le tissu, alors surtout chez les insuffisants hépatorénaux, d'où les œdèmes, d'où la cellulite, d'où l'obésité spongieuse qui se balade partout, d'où l'acide, notamment, etc. Mais oui, ça vous fait rire. Mais c'est bien triste. Qu'est-ce que penser négativement, à l'envers, dissymétriquement? Eh bien, c'est tout simplement générer en nous, dans notre mental, des sentiments d'orgueil, d'égoïsme, de haine, de colère, d'intolérance, des ressentiments, des rancœurs, de la jalousie, bref, j'allais dire toute la merde que l'humanité brasse à longueur de journée. C'est ça, penser négativement. Lorsque je reçois en consultation, je fais généralement une anamnèse d'une part et une psychoanalyse d'autre part. L'anamnèse vise à mettre en évidence les maladies somatiques, celles qui affectent le biologique, le corps physique. Et la psychoanalyse, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse freudienne, bien entendu, vise à mettre en évidence les dissymétries mentales, c'est-à-dire les conflits mentaux, les sentiments négatifs, qui ont de ce fait entraîné des freinages et des blocages organiques et des échecs existentiels. Et je demande aussi aux malades qui veulent vraiment se guérir sous hypnose de faire chez eux une introspection, une autocritique et de coucher sur papier blanc leurs défauts mentaux selon eux et selon les autres, et je leur demande en plus de m'indiquer leurs désirs essentiels. Voici l'exemple d'un homme affecté d'une tumeur au cerveau. C'est pas rien. À la lecture de son autocritique, qui est assez bien formulée au demeurant, vous constaterez sans peine la dissymétrie fonctionnelle, mentale, profonde, dont est affecté cet homme. Je vous lis ses défauts, assez rapidement. L'opinion des autres compte pour moi. C'est lui qui parle. C'est le monsieur en question, celui qui a la tumeur au cerveau. J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur d'être homosexuel. J'ai peur de la nuit. J'ai peur d'être agressé physiquement et verbalement. J'ai peur des cimetières. J'ai peur des funérariums. J'ai peur des esprits des morts. J'ai peur des femmes, de leur jugement et de leur méchanceté. C'est pas moi qui le dis, hein. J'ai peur d'être rabaissé par les femmes. J'ai peur des fins de mois. J'ai peur de toujours manquer d'argent. J'ai peur quand je suis seul chez moi. J'ai peur depuis mon enfance. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur d'être humilié. J'ai peur des chevaux, des vaches, des serpents. J'ai peur de me faire avoir. Je suis de mauvaise foi. Je suis jaloux. Je suis susceptible, donc orgueilleux. Je suis rancunier, donc coléreux. Je suis maniaque. Je suis agressif. Je suis trop franc.
je suis mal à l'aise avec les gens en public, je suis nul en orthographe. Oui, parce que quand il m'a envoyé ça, chaque mot était une erreur. Je suis nul en orthographe, je suis instable, je suis méfiant, je suis dur avec moi-même, je suis gourmand, je suis influençable, je suis bonne poire, je suis borné, je me culpabilise, je me justifie tout le temps, je ne mesure pas mes propos, je manque de tact, je ne réfléchis pas avant de parler, je manque de discernement, j'ai des tics et des tocs. Oui, des troubles obsessionnels compulsifs. J'ai tendance à imposer mes idées, j'ai tendance à vouloir avoir toujours raison, je parle trop, je raconte ma vie, qui n'intéresse personne, je ne sais pas m'arrêter, j'aime montrer aux autres mes biens, il est orgueilleux, qu'est-ce que vous voulez, je fais constamment des sous-entendus, je change souvent d'avis, je radote, je suis parano, je suis gourmand, je suis boulimique, je suis addict au café, au chocolat, au sucre, je mets beaucoup de temps à faire quelque chose, je n'ai pas de logique, je comprends souvent les choses de travers, je ne prends pas assez soin de moi, je vis dans mon monde, je manque de confiance en moi, je ne suis jamais content, je me sous-estime, je me bloque pour tout apprentissage de nouvelles choses, je suis dépassé. Il y a de quoi. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça hier, c'est 10 fois pire. Oui, c'est 10 fois pire. Je me demande comment il est encore vivant. Je ne pense qu'à mourir, je me déteste, je déteste le monde, etc., etc., etc. Enfin, c'est ahurissant. Plus on a de défauts mentaux, et plus on est fonctionnellement dissymétrique. Morbido-pathogène, complètement HS, dévitalisé, donc dans l'échec, comme me vient de le raconter ce monsieur. Plus on est dévitalisé et plus on digère mal, plus on assimile mal, plus on accumule de déchets qui sont la cause déclenchante de nos maladies non accidentelles. Ces déchets toxiques peuvent même s'enquister sous forme de diverses tumeurs, de sclérose, de maladies neurodégénératives, de maladies osseuses, par suite d'un manque de force vitale intrinsèque, réactionnelle, autodéfensive. Parce qu'il faut avoir beaucoup de vitalité pour expulser les déchets organiques. Et quand on n'a plus de vitalité suffisante, les déchets stagnent. Et on fait non seulement des maladies chroniques, mais surtout des maladies dégénératives. En effet, il faut savoir que dans l'organisme, il y a deux types de forces vitales. Une force vitale intrinsèque, innée, d'origine subconscientielle, qui vient du subconscient, réactionnelle, force vitale qui est catalysante, assimilatrice et désassimilatrice, et qui assure tous nos processus vitaux. Et puis à côté de cette force vitale intrinsèque, il y a une deuxième force vitale extrinsèque, c'est-à-dire acquise d'origine alimentaire, qui est catalysée, donc assimilée par la force catalysante intrinsèque, à condition qu'il y ait encore de la force vitale intrinsèque. Sinon, on ne digère plus rien. Si dans l'estomac d'une personne qui vient de mourir, on introduit des aliments
spécifiques, naturels, crus, vivants, vibrants, eh bien, ces aliments ne seront pas digérés. Et ils resteront dans l'estomac de cette personne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette personne n'a plus de force vitale intrinsèque pour digérer ces aliments. C'est pour ça qu'elle est morte. Il est impossible d'obtenir une bonne santé naturelle sans médicaments en ne corrigeant que le régime alimentaire et éventuellement le mode existentiel si on ne corrige pas en même temps l'attitude mentale habituellement ou conflictuellement négative, dissymétrique, donc éthio-morbido-pathogène. Demeurer mentalement négatif, fonctionnellement dissymétrique, donc en dévitalisation profonde, tout en ingérant des aliments spécifiques et naturels, c'est-à-dire bons pour améliorer la santé, eh bien, la personne améliorera un peu sa santé, mais elle va s'empêcher de se guérir radicalement, vraiment, parce qu'elle n'aura pas mis tous les œufs dans le même panier. La naturopathie, la vraie naturopathie, je ne cesse de le répéter, est une médecine de santé psychobiologique ou psychorganique. C'est une médecine naturelle de l'âme et du corps physique en même temps, parce que l'être biologique n'est qu'une émotion matérialisée, corporalisée. La vraie naturopathie est étayée par deux piliers essentiels. Le premier pilier est le penser à l'endroit. Le deuxième pilier est le manger-boire à l'endroit. C'est parce que l'on pense à l'endroit que l'on mange et que l'on boit à l'endroit, c'est-à-dire en refusant d'introduire en soi des substances toxiques telles que le tabac, l'alcool, les médicaments chimiques, les overtoniens, les vaccins, les drogues et les aliments antispécifiques et dénaturés, c'est-à-dire la fameuse gastronomie, où tous les aliments sont cuits. C'est toxique. Et c'est parce qu'on pense à l'envers, dissymétriquement, en hors la loi vitale, que l'on mange et que l'on boit et que l'on vit à l'envers, antibiologiquement. Penser à l'endroit, c'est penser positivement, symétriquement, parfaitement, c'est-à-dire conformément à la loi vitale qui nous régit inexorablement. Je vous le redis, il existe un code de la vie comme il existe un code de la route. Obéir au code de la route, c'est éviter les accidents et les sanctions. Obéir au code de la vie, c'est-à-dire à la loi vitale, qui régit tous nos processus vitaux, eh bien, c'est éviter la maladie et les échecs. Francis Bacon, le grand philosophe des siècles passés, disait très justement « On ne commande bien à la nature qu'en lui obéissant ». À cela, j'ajoute qu'il n'y a de liberté que dans l'expression du bien. Obéir à la loi vitale, c'est penser rectement, symétriquement, positivement, ce que peu de personnes acceptent par refus de se responsabiliser, de se prendre en charge et de se corriger, mentalement et organiquement. Il y a deux types de malades. Celui qui dit à son médecin « Docteur, guérissez-moi » et l'autre qui dit « Docteur, aidez-moi à me guérir ». La nuance est d'importance. Seul ce dernier a compris que sa santé, ce n'est pas l'affaire du médecin, c'est son affaire. Alors, comment parvient-on à penser à l'endroit?
Eh bien, par la prise de conscience de notre inconscience, de notre folie, par la prise de conscience de nos sentiments négatifs, de nos pensées négatives, de nos déviances mentales. Cette prise de conscience se fait avec ou sans l'aide de l'orthopsychothérapeute. Cette prise de conscience vise à faire une introspection, une autocritique, pour mettre en évidence ces distorsions mentales, ces déviances mentales, sa dissymétrie mentale, eh bien, afin de la gommer, de la réduire, voire de la supprimer, et par conséquent, pour supprimer les maladies qui en découlent, ainsi que nos déformations. On ne supprime pas un défaut mental. On le transforme en son contraire, en vertu, en qualité mentale. Cette suppression est réalisée soit par une surveillance constante de ses sentiments, c'est-à-dire par la maîtrise de ses sentiments, donc par la maîtrise de ses paroles. Cela est difficile à faire au début, mais ensuite cela devient une habitude, voire même un instinct de conservation. Lorsqu'on n'est pas capable de s'auto-gouverner, d'obéir par soi-même au code de la vie, à la loi vitale, il faut se faire aider par un orthopsychothérapeute qui nous traitera sous hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose est la science de se mettre en vagotomie, en lâcher-prise. C'est l'art et la science de mettre son mental en roue libre. C'est l'art et la science, en fait, de faire dormir le corps physique pendant que le conscient s'éveille à sa propre conscience. L'hypnose est l'art et la science de vivre émotionnellement un événement. L'hypnose permet au conscient de s'identifier à un événement comme un bon comédien s'identifie au personnage qu'il incarne. Sous l'effet de cette identification, le contenu des paroles positives prononcées par l'orthopsychothérapeute va se graver dans le subconscient réactionnel concrétiseur de la personne hypnotisée. Et le subconscient, ainsi programmé à l'endroit, va concrétiser dans cette même personne le contenu informationnel des mots et des phrases positives prononcées par l'orthopsychothérapeute. Cette concrétisation va se traduire en fait par une somatisation. En effet, comme je l'ai toujours dit, tout être vivant somatise tous ses états d'âme, tous ses vécus intérieurs. Que ces vécus soient vécus consciemment ou inconsciemment, pour soi-même ou pour autrui. Prenons le cas d'une personne qui fait un choc psychologique intense, par exemple, à la suite d'une peur panique. Un homme et une femme qui ne connaissent pas le turc vont en Turquie. Et quand ils arrivent dans ce pays, ils prennent un taxi pour aller à leur hôtel, et madame oublie son sac à main dans le taxi. La panique. La panique.
On ne sait pas parler le turc, on ne sait pas parler l'anglais, bref. Plus de papier, plus d'argent. Un choc psychologique intense. À la suite de quoi, elle a fait une tumeur dans le poumon. Une tumeur dans le cerveau, une tumeur dans le poumon. Je prends le cas de cette personne qui va faire un choc psychologique intense à la suite d'une peur panique. Elle va court-circuiter les neurones. Vous me donnez la pensée informationnelle va s'exprimer à travers le cerveau, qui n'est qu'un outil comme cet outil. La pensée négative va court-circuiter le neurone à travers lequel ou lesquels neurones s'exprime cette pensée. Le neurone court-circuité va transmettre, en l'occurrence à l'estomac, mais ça aurait pu être au poumon ou ailleurs, on a pris ça comme exemple, va transmettre sa désinformation à l'estomac. Et cette désinformation, qui est contraire à la symétrie mentale, à la vérité, est en vérité une désinformation. Une désinformation vitale qui va inverser les polarités électroniques et atomiques de nos propres cellules, de la vie de nos cellules, constituant l'organe en question. En l'occurrence, l'estomac. Alors ici, le croquis indique que l'information négative, dissymétrique, générée par la pensée, a affecté l'estomac, qui fera soit une inflammation, soit un ulcère, dans le meilleur des cas, soit un cancer dans le pire des cas. Je vous le redis, au sein des atomes, constituant les molécules qui constituent nos cellules, eh bien, cette inversion informationnelle va se traduire par une inversion des polarités. Voici ici un atome avec des protons qui sont des électrons nucléaires. Tout autour tournent des électrons satellites. Les électrons nucléaires sont de type mâle, les électrons nucléaires sont de type femelle, et les électrons satellites sont des éléments de type mâle. De type mâle. Lorsqu'on inverse le processus mental, on inverse ce système. Vous avez alors à ce moment-là les électrons nucléaires qui tendent à devenir des éléments de type mâle et les éléments de type mâle qui tendent à devenir des éléments de type femelle. On inverse l'ordre de la cellule. Les cellules dites normales fonctionnent habituellement avec de l'oxygène et les cellules dites anormales, dont la polarité est inversée, eh bien ce sont des cellules qui vivent sans oxygène, comme les cellules cancéreuses. Et on dit alors qu'il y a anarchie cellulaire. En vérité, il n'y a pas anarchie cellulaire, mais un ordre cellulaire nouveau dans un désordre cellulaire ancien. C'est un ordre nouveau. Et cet ordre nouveau obéit à quoi? Eh bien, à l'information négative, dissymétrique, entretenue dans le mental. Vous me donnez les autres dessins, s'il vous plaît. Voici un homme qui pense à l'endroit, voici un homme qui pense à l'envers. Là, les polarités sont normales, électriques, magnétiques. Ici, c'est magnétique et là, c'est électrique. On a inversé les pôles. Ici, le corps est magnétisé, là, le corps est complètement démagnétisé. C'est ce qu'on retrouve chez les états cancéreux. Inversion des polarités.
tant que le conflit mental inducteur de la maladie n'est pas résolu, n'a pas été supprimé, le subconscient, concrétiseur, continue à concrétiser l'information, la désinformation, donc la déviance, donc la pathologie, voire l'échec existentiel. Sous hypnose profonde, on peut reprogrammer à l'endroit le subconscient et conséquemment éliminer la pathologie, mais seulement à condition que le malade lâche prise, ne reste pas attaché à la cause mentale de sa maladie. La difficulté ne réside pas dans la méthode de reprogrammation positive du mental et donc du subconscient, mais dans le fait d'accepter et d'entrer profondément en état d'hypnose, dans le fait de lâcher prise, d'accepter de se rectifier psychologiquement et organiquement. L'hypnose n'existe pas en vérité. En vérité, il n'y a que des états auto-hypnotiques. C'est en effet la personne seule qui s'auto-hypnotise en acceptant et en vivant émotionnellement le contenu informationnel de l'hétérosuggestion, le contenu des mots et des phrases prononcées par l'orthopsychothérapeute. Je le redis, pour être vraiment efficace, l'orthopsychothérapie appliquée sous hypnose doit toujours être étayée par une correction de l'alimentation habituelle, par une correction du mode existentiel du sujet, à savoir suppression de tous les toxiques, de toutes les substances toxiques qui affectent les neurones. Et ces substances, vous les connaissez, ce sont les médicaments, les alcools, tout ce que les gens introduisent en eux, volontairement et aussi involontairement, à cause des pollutions. Une personne malade qui veut vraiment se guérir ne peut pas avoir en même temps le beurre et l'argent du beurre. Elle doit faire un choix. Elle ne peut pas induire en elle la guérison, le succès, tant qu'elle pense à l'envers, dissymétriquement, négativement. C'est pas possible. Croire absolument en sa guérison, c'est-à-dire croire sans le moindre doute, c'est se mettre mentalement en symétrie, en phase, en accord, en harmonique avec son subconscient, et c'est conséquemment lui faire fabriquer, lui faire concrétiser la guérison, laquelle guérison est toujours produite par l'homéostasie de la force vitale intrinsèque qui est intelligente, auto-régénérante, auto-guérisseuse, lorsqu'on la laisse s'exprimer librement dans sa fonction vitale et que l'on n'entrave pas sa fonction avec des substances toxiques ou avec des techniques médicales iatrogéniques. L'incurabilité est due au fait que les malades sont soit à bout de ressources vitales réactives, c'est-à-dire en état de cachexie, c'est-à-dire complètement dévitalisés. Ils n'ont plus la force de se défendre, ils n'ont plus la force d'éliminer leurs déchets, et ils entrent de ce fait en phase terminale, et ils relèvent de l'allopathie. Mais généralement, l'échec en naturopathie vient du fait que le malade reste attaché à ses vices mentaux et comportementaux. Ou bien encore, le malade abandonne les soins naturopathiques, psychobiologiques, dès les premiers jours. Vous
votre santé était la chose la plus précieuse, conservez-la. Nous mettons à votre disposition des bouquets qui vous apprennent à penser à l'endroit, à manger à l'endroit. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant,